essayer d'y remédier. Ce qu'il y a, je pense qu'à l'heure actuelle, on a des documents photographiques, on va tellement perfectionner sur toutes les œuvres que les restaurateurs sont... Non, pas moi, non, mais à partir du moment où c'est acquis par les musées ou par les collectionneurs, les travaux sont bien documentés. Mais je crois que l'un des dangers, la chose la plus difficile, je pense, pour un restaurateur, sans doute, c'est de ne pas effacer, c'est un mot peut-être qui va vous sembler un petit peu bizarre, mais l'âme d'un travail. Je pense que les travaux ont un esprit, ont une âme, dans le sens, pas dans le sens religieux, hein, dans le sens avoir une âme, ne pas être froid, avoir quelque chose, une aura. Hein. Les travaux ont une aura, et c'est ça que souvent les œuvres de restauration, quelquefois, sont trop... On restaure trop ou pas assez. C'est très difficile de garder la juste mesure dans la restauration d'une œuvre, comme dans la maintenance d'un site archéologique. Par exemple, on a eu la chance de travailler en Turquie. On a passé un été avec sur un site archéologique qui s'appelait Aphrodisias, sur lequel le conservateur nous avait autorisé à venir et à séjourner. Et ce conservateur du site d'Aphrodisias était un génie, parce qu'il avait réussi à conserver l'âme du site en maintenant l'équilibre exact entre la nature, qui menace toujours les sites archéologiques, évidemment, mais en même temps qui leur sert d'écrin et qui sert à adoucir la dureté minérale et à l'intégrer et à conserver cette notion, ce sens du temps, du passage du temps. La nature fait que les choses restent vivantes, mais en même temps, il faut l'empêcher de dévorer les choses. Donc ce conservateur avait réussi ce parfait, fragile équilibre entre destruction et conservation. Et ça, je pense que, par exemple, dans la restauration des fresques, s'il y en a qui s'attaquent à la restauration de fresques, c'est très important de savoir préserver les lacunes. Est-ce qu'il faut combler les lacunes ou est-ce qu'il faut laisser les lacunes? Il y a toutes sortes de problèmes qui se posent au moment de la restauration pour ne pas tuer l'œuvre en voulant la ressusciter. Et ça, je pense que ça, c'est un problème que doit se poser chacun de vous quand il se trouve devant le problème d'une restauration particulière. Au début de nos travaux, justement, quand on avait hanté pendant des mois entiers Ostia Antica, on avait fait amitié avec un restaurateur de fresques. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, c'était à l'époque où on découvrait un peu la résine, le polyester, etc. Donc, chaque restaurateur avait son espèce de technique miracle. Il advient que tout ce qui a été restauré à cette époque-là, remonté sur des supports polyester, rien ne respirait et tout allait très mal. Donc c'était aussi ce qui nous intéressait, c'était de justement voir le côté fragile des choses, même pour un restaurateur qui était vraiment compétent, comment il fallait faire attention à tous les détails. Et finalement, nous, ce qu'on faisait avec notre pauvre papier Japon, les archéologues étaient très intéressés par ce qu'on faisait, et justement à Aphrodisias, il nous a demandé, le conservateur d'Aphrodisias nous a demandé de faire des empreintes pour lui, parce qu'en fait, ils n'avaient jamais pensé à faire des relevés de cette façon-là. Alors, il y a aussi une chose assez drôle qui est arrivée, si on peut dire. Quand on est arrivé à la Villa Médicis était remplie de statues qu'on appelle des ermes. Il y en avait plein le jardin.
Et ces statues, on en a fait des moulages au début, qu'on vous a montré au départ. On en a moulé 15 de ces airs, mais on en a fait tout un travail là-dessus. Bon, quelques années après, la villa est ouverte intensivement au public, et ces statues ne tombent pas, si on peut dire, dans les yeux d'un aveugle. Et quelques mois plus tard, la moitié de ces sculptures sont volées. Non, les têtes. Les têtes sont coupées, enfin ils n'emmènent pas les stèles, mais les voleurs sont passés par un mur d'enceinte, ils ont cassé les têtes et ils les ont emmenées. Bon. Ce qui fait que toutes ces sculptures sont devenues, la plupart de ces sculptures sont devenues acéphales. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à la villa? Ils ont pris les têtes qui restaient et ils les ont reproduits en plâtre et les ont recollés sur les autres. Ce qui fait que c'est nul. Et bien, nous, on est assez contents parce que c'est nous qui avons les originaux, mais ils sont en papier, on ne peut pas leur donner. Mais il y a un témoignage finalement, si vous voulez. Ce n'était pas complètement inutile notre travail sur cette phrase qui semblait si fragile. Finalement, c'est lui qui a perduré. Ça nous a fait sourire, quoi. Donc là, on arrive à -10. Je vais donner la parole à l'assistance s'il y a des questions. Voilà, on a une quinzaine de minutes pour y répondre. Des questions? On ne vous voit pas du tout, donc c'est difficile de savoir si quelqu'un lève le... Deux secondes, je vais vous donner un micro. Pourquoi finalement vous vous étiez décidé à refaire votre sculpture? Puisque finalement dans votre démarche, vous êtes tout à fait d'accord pour conserver les ruines et pour laisser vivre par la nature et envahir par la nature les travaux que vous faites. Parce que finalement, c'était aussi un témoignage d'une grosse tempête, donc d'un cours naturel d'évolution de votre sculpture en bronze, donc en bronze, grande sculpture solide. Et c'est voilà ma question, parce que moi j'aime bien les accidents, j'aime bien la mémoire des accidents, et voilà, je trouvais ça intéressant de peut-être garder cet accident-là. Oui, oui. Le problème, c'est que la sculpture ne nous appartient plus et qu'elle appartient à l'État. Alors là, le seul des deux choses, c'est que eux voulaient que ça soit refait à l'identique, en fait. On a proposé pas mal de choses dans cette idée-là. On a même une époque où l'État est propriétaire d'une chose qui n'a jamais été installée. On a même proposé que ça soit à la fin, au lieu d'être installé dans l'ordre original qui était difficile, qu'on le mette au fond de l'eau, près de... C'était une œuvre qui a été destinée au Palais Royal, qu'on nous avait commandé, que l'État nous avait commandé pour la fontaine du Palais Royal. Et bon, les événements ont fait, à la même époque que Buren, et il y avait aussi Garouste qui avait eu une œuvre commandée. Bon, Buren a installé son œuvre, ça a fait un scandale tel que les deux autres commanditaires, commandes ont été annulées. Mais l'État avait payé l'œuvre, donc il l'a stocké quelque part, et il nous proposait toujours des lieux qui ne nous plaisaient pas du tout pour remplacer. Alors, au bout d'un moment, on leur a dit, écoutez, ce qu'on aimerait faire, c'est le couler au fond de la Méditerranée, couler les choses au fond, dans une calanque près de Marseille, dans l'eau bien claire, on le verrait, quand on se promènera en bateau, ça serait très beau. On nous l'a refusé parce qu'on nous a dit, on ne peut pas jeter l'argent de l'État à la mer. Et aussi, on a fait une autre proposition de les enterrer dans une forêt, près de Chambord, en tout cas, parce que c'était un endroit qui nous plaisait, et que peut-être dans quelques siècles ou quelques années ou autres, un tracteur passerait et trouverait par hasard ce travail. Mais effectivement, là, c'est pareil, on s'est buté contre un refus catégorique en disant que l'argent de l'État, on l'enterrait pas comme ça. Donc là, la sculpture, on était obligé, c'était impossible de faire autrement. Oui, parce qu'en plus, Non, ce n'était pas notre choix. Et en plus, comme
puisqu'on était là, autant que ça soit restauré comme on voulait nous, si on pouvait jeter un coup d'œil dessus, que n'importe comment, enfin pas n'importe comment, ça aurait été certainement très bien restauré, mais qu'on puisse avoir un contrôle, quoi. Vous voulez bien décrire cette pièce qui n'existe pas au Palais Royal? C'était une pièce c'était notre période où on s'intéressait C'était une mise en scène. C'était une mise en scène, en fait, parce qu'on venait de faire un décor pour un opéra à Rome, et qui était Giulio Cesare de Handel. Et donc, on était tous dans cette veine comme ça, de mise en scène, perdue dans la nature, où on a fait des installations à l'intérieur, dans une forêt, dans des choses comme ça, où on tombait sur des éléments de sculpture. Donc, on avait fait une espèce de concentration de sculptures bizarres. Non, il n'y a pas de représentation d'image. Et c'était comme une mise en scène. On pouvait penser que c'était un décor pour un opéra qui était là, figé. Mais il y avait de l'eau qui coulait, qui partait. C'était une fontaine, en fait. Mais c'était des personnages, c'était dans le grand bassin central, des personnages et des choses qui étaient disséminées. Il y avait au centre un gigantesque tronçon de colonne en biais, et avec un paysage de ruines sur le haut du tronçon. Il y avait des espèces de rochers qui étaient disséminés à l'intérieur du bassin. Voilà. Et des personnages qui étaient figés, dans des attitudes figées, en fait. Et des personnages qu'on avait repris, des personnages qui existent, en fait, enfin, des sculptures existantes qu'on avait dont on avait pris les empreintes, et qu'on avait fait reconstituer par le type qui nous avait fait tous les décors pour l'opéra de Rome, qui travaillait à Cinecittà, pour Cinecittà. Donc c'était une espèce de mise en scène assez drôle. Enfin, c'est toujours dans un dépôt. Oui, donc ça existe aujourd'hui, cette sculpture existe dans un dépôt. Elle existe dans un dépôt, et d'ailleurs, je trouve qu'elle serait très bien au fond de la mer. Je ne comprends pas quand ils veulent pas... Mais elle peut aussi être réinstallée au Palais Royal. Oh, pour question. Oh, non, ça non. Je pense pas. Je pense que ça se fera jamais, et de toute façon, maintenant, moi, j'en ai plus rien à foutre. Et l'autre, et la troisième commande, donc, qui n'a pas été réalisée. C'était Gérard Garouste. Et celle-ci, c'était... Ah, c'est pareil, elle n'a jamais été installée, elle est dans un dépôt. Voilà. Ils lui ont proposé beaucoup de droits, parce que il a refusé, parce que le seul droit qui nous restait, puisque nous, Gérard et nous, on a été payés pour ces commandes, c'était de refuser les autres lieux qu'on nous proposait. C'était de choisir, enfin pas de choisir, mais on avait le droit de dire que ça ne nous convenait pas. Mais en fait, on n'a pas refusé beaucoup d'endroits, mais parce que les endroits qu'ils nous proposaient, à chaque fois, ils tombaient d'eux-mêmes. Ça tombait parce qu'au finalement, soit ils n'avaient pas le droit, eux, d'implanter des choses dans l'endroit qu'ils nous avaient proposé. Alors la grande idée, ça a été une fois au château d'If. Donc on se demandait vraiment ce que ça allait foutre là-bas. Donc c'est là où on avait dit, ben non, pas sur le château, mais alors dans l'eau. Et puis à chaque fois, c'était des choses près de Paris aussi. Mais à chaque fois, on n'avait même pas à dire que ça ne nous plaisait pas, parce qu'au bout de quelques mois, on n'entendait plus parler de rien, parce qu'en fait, ils nous avaient proposé des trucs. Chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre, alors il retirait du chapeau le dossier, il faisait semblant de s'y intéresser pendant 8 jours, et puis après ça... Donc c'est pareil, pour Gérard Garouste, c'est exactement le même cas. Donc les deux choses sont stockées quelque part. Et d'ailleurs, c'est un endroit assez intéressant. C'est une ancienne caserne, un ancien truc militaire en pleine forêt de, je sais pas quoi, Marly. Et c'est une caserne en ruine. Mais vraiment. Et c'est là où ils élèvent tous les faisans pour les chasses présidentielles. Donc c'est un endroit complètement surréaliste, et là les choses sont stockées. D'autres questions? Allez, les étudiants, là, pour une fois, là, on se lâche. Il y a quelques questions. Non, ben on va clore la séance là-dessus. Sur Sorgue. Ah, ben, vous savez... Oui.
Non, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont vu ici quand même. Alors donc, juste pour votre précision, il existe donc une deuxième partie à ce film sur l'exposition à l'Île-sur-Sorgue. Tout ça, ça sera donc monté définitivement et on ne sait pas encore ce qu'on va en faire parce qu'enfin, bon, moi j'ai pour projet de faire un DVD un petit peu comme ce qu'on a vu avec Muren dans la même collection, c'est-à-dire très complet sur le travail de Anne et Patrick et avec d'autres projets, mais c'est un travail de plus longue haleine. Donc dans l'immédiat, on n'a pas décidé, mais on va sûrement organiser une projection incessamment sous peu où on pourra voir toute la deuxième partie. Maintenant, je ne sais pas, vous voulez en parler Non, c'était parce que bon, c'était un travail qui par était rapport à ce quand qu'on même voit. assez différent, là, tout le travail Ouais. autour du cerveau qu'il y avait là. On peut parler. On va dévier petit à petit Bon, c'est quand même une idée sur la fragilité aussi, parce que la mémoire, c'est le cerveau, et donc petit à petit, depuis plusieurs années, la première pièce on a parlé beaucoup du cerveau, même très tôt, parce que la psychanalyse nous a toujours intéressés, mais c'est sûr, je sais pas, dans un des livres qu'on a écrit en 60, au moment de Domus Aurea, qui s'appelait Domus Aurea, archéologie fiction, le début de chaque chapitre parle du cerveau et d'une déambulation en fait à l'intérieur d'un cerveau, comme dans des salles, déambulation à travers les salles. Et bon, ça c'est né à ce moment-là. Et petit à petit, ça a été repris. Et on a, dans les années 90, tout début 90, on a fait toute une série de pièces, même avant, fin 80, autour du cerveau. C'était des constructions, des grandes maquettes qu'on appelait mnémosines, et dont les bâtiments correspondaient aux différentes fonctions du cerveau. Et puis petit à petit, comme ça c'est un long chemin en fait. À l'Île-sur-Sorgue, c'était plus précis autour de l'image même du cerveau, mais finalement, pour nous, c'est une continuité, il n'y a pas une rupture. Et on se sert de plus en plus de cette structure du cerveau, qui est très compliquée, évidemment, mais nous, on s'en fiche. C'est pas, on fait une chose complètement par feeling, pas du tout scientifique, mais on se sert quand même de livres scientifiques, de couleurs utilisées par les scientifiques. Et voilà. Mais l'exposition de l'Île-sur-la-Sorgue, ça aussi, il y avait un problème d'espace, de salle. Donc c'était intéressant parce que c'était justement une déambulation à travers différents espaces. Et là, on pouvait mettre des points, justement, qui, pour nous, étaient des espèces de choses sur lesquelles on travaille. Donc c'était un échantillonnage de choses, mais avec différents aspects de volets sur comment on travaille sur la mémoire et sur la disparition de la mémoire. Oui, dans l'aspect, disons, construction de notre travail, architecture, on a toujours essayé depuis le début, on essaye de faire des constructions qui soient des tentatives d'explication spatiale de notre mémoire. Alors, par exemple, la première bibliothèque de la Domus Aurea, qui était une bibliothèque qui avait brûlé à la fin, était divisée déjà dans un certain nombre de salles, organisées d'une certaine façon. Chaque salle avait un titre et était censée représenter une partie, c'était déjà une classification de la mémoire. Et au fur et à mesure qu'on avance, on essaye de faire des classifications différentes, des métaphores différentes de la mémoire, et en essayant qu'elles évoluent, qu'elles progressent, si vous voulez. La bibliothèque de Domus Aurea était une bibliothèque, la liste était complètement poétique des salles, et là, la dernière qu'on a faite, par exemple, qui s'appelle Amnésia, c'est une tentative de classification, disons, plus rationaliste de la mémoire. Et on a fait, entre-temps, on a fait une bibliothèque alors en 3 dimensions dans laquelle on pouvait pénétrer, qui s'appelle la maison de l'écrivain,
qui est un espèce de... C'est une construction qui a la forme d'une ellipse et qui est une bibliothèque elliptique. On rentre, on est au centre d'une ellipse et toute cette bibliothèque est entièrement en rayonnage. C'est comme une... Mais il n'y a rien sur ces rayons. Les rayonnages ont des couleurs différentes. Ça va, il y a du bleu sombre parce qu'il y a des sections. Alors en bleu sombre, il y a la section du rêve et de l'oubli. En rouge, il y a la section des passions et des émotions. En jaune, il y a la section des intuitions. Donc la connaissance intuitive. En vert, il y a expérience, raisonnement. Et en bleu clair, il y a spéculation, imagination, création. Donc, à partir de ces sections colorées, toutes ces étagères qui sont colorées de manière différente, il n'y a pas de livre, pas un seul livre dans cette bibliothèque, mais il y a seulement les titres de ce que pourraient contenir ces rayonnages. De ceci, de cela. Et au plafond, tous ces rayonnages sont reliés justement par des liens. Des liens qui vont d'un département à l'autre, d'un sujet à l'autre. Et donc, c'est un petit peu c'est une bibliothèque vide, mais que chaque spectateur peut remplir de son... Et pour essayer de comprendre tout ce qui tourne là-dedans, et qu'on n'arrive jamais à cerner, ou qui ne tourne pas, comme souvent, ça tourne pas rond, souvent. Et donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il est midi 5. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, on vous remercie beaucoup, Anne et Patrick, d'être venus. Et puis, à la prochaine fois. Pour les étudiants qui sont plus directement concernés, on se retrouve à 14h tout à l'heure pour continuer l'entretien avec Anne et Patrick. Voilà. À très bientôt. Merci. C'est allumé? Ah, c'est pas allumé. Ah, elle a peut-être baissé le son. On a enregistré, par contre, on n'est pas sûr parce que... Le son va peut-être être pas très bon parce que... On était loin. Bon, ben on verra. Tu n'avais pas le casque non plus. Samantha qui peignait, Non, mais, on ne sait pas trop ce qu'on a enregistré en fait. Écoute, on va voir ça. Et c'était Sinon... pour voir le niveau de batterie, pour savoir si on pouvait aussi utiliser Cet après-midi. D'accord, alors il faut que je l'éteigne. Vous avez... On-off, ce côté. D'accord. Oui, mais comment c'est combien il reste de batterie dedans? Peut-être En rallumant, il a fait apparaître la batterie, je crois. Parce que moi, je n'ai pas le même. Oui, tu as les clés de multimédia? Non, pas du tout.